16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission. Aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec un ancien éditeur et critique littéraire. Il était venu nous voir pour les raisons du cœur, mais aussi pour Ligne de vie, comme chaque année. Il est notre invité. Jean-Paul Antoven vient nous voir alors pour son 10e roman publié chez Grasset, Si le soleil s'en souvient. On verra si c'est le cas. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. Les goguettes, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Paul Antoven. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On se l'est dit en off, c'est toujours un plaisir. J'aime venir ici. Eh bien, je suis ravie. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et je l'ai dit hier à l'antenne, voilà quelqu'un que j'aime infiniment. Donc, je suis ravie de vous recevoir pour la 3e fois. Je vais être sincère, j'attendais ce livre avec impatience. J'ai failli vous écrire au mois de septembre parce que c'est un petit peu la date où on se donne rendez-vous, soit en septembre, soit en octobre. Et donc, je suis ravie de voir que ce livre est aujourd'hui dans nos mains depuis hier. Alors, on va découvrir, bien sûr, comme toujours, l'ADN de cette émission, découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites et davantage avec ce livre qui va nous servir. Mais tout d'abord, la nouvelle règle, c'est 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels, Jean-Paul Antoven ? Soleil, bonté et voyage. Et voyage. Eh bien, on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Mais pour ce faire, le début, toujours le début. Jean-Paul Antoven, vous êtes né un 11 janvier à Mascara, en Algérie française, dans une famille juive bourgeoise, bien qu'agnostique. On apprend dans ce livre, notamment, qu'avant votre naissance, il y a eu un frère, un certain Jean, que votre père célébrait tous les ans à la Saint-Jean, aux grandes dames de votre mère. Oui. Et cette date, elle est très importante. Elle me fait sourire, je vais vous dire pourquoi, parce que je démarre moi aussi un livre de la même manière avec un frère qui n'est plus. Donc voilà, ça m'a fait un petit écho tout à fait terrible, personnel. Vous avez d'être précédé par un frère mort. C'est une filiation très spéciale. Est-ce que vous pensez que cela façonne quelque chose en nous ? Non, on est le remplaçant. On est comme dirait le prince Andrew, le substitute. On vient à la place de quelqu'un d'autre, donc avec 2 fois plus de crainte et 2 fois plus de volonté de bien faire. Et d'attente ? D'attente ? Pourquoi d'attente ? De nos parents, est-ce qu'il y a plus d'attente ? Ah, ça dépend, je ne sais pas, non. Je ne peux pas parler du point de vue des parents. Mais du point de vue de celui qui arrive après, c'est très compliqué. Mais ça donne de la force. Dans ce livre, Si le soleil s'en souvient, publié aux éditions Grasset, vous parlez beaucoup de vos parents, notamment de votre mère qui adorait cette chanson. Alors forcément, je comprends mieux aujourd'hui votre amour pour l'Italie, le charme italien, on va y revenir parce qu'il y a de votre papa là-dedans. Votre mère alors qui vous a bercé de littérature, ce qui fait que vous avez toujours eu de la sympathie pour les humains qui prenaient les livres sérieux, dites-vous. D'ailleurs, cela a guidé votre vie puisque vous êtes devenu éditeur par la suite. Gilberte Torgman alors était votre maman, mariée à votre père Edmond Antoven, aux allures de Grégory Peck, selon elle. Elle qui avait pour vocation... changer. Parfois c'était Raph Wallon, parfois c'était Charles Boyer. C'est vrai, mais elle aimait bien Peck. Mais c'était Peck. Oui, c'était Peck. Elle avait pour vocation de monter... lui qui avait pour vocation de monter des cinémas parce que rien ne l'amusait davantage que de faire sortir de terre, fût-ce dans un morceau de France instable, de nouvelles salles, au patronyme grandiloquent qu'il plantait un peu partout, des bords de mer aux limites du Sahara. Oui. Il y avait vraiment une volonté de votre père très particulière, lui qui se sentait aussi très républicain. Non, il gagnait sa vie et il faisait même sa petite fortune avec du blé, de la vigne, des orangers. Mais rien ne lui semblait plus important que de fabriquer des cinémas parce que c'était presque une mission civilisatrice, permettre aux gens de rêver, même des gens misérables, même des gens... il aimait ça. Et je le soupçonne d'avoir rêvé, s'il avait eu une deuxième vie,
d'avoir voulu être un acteur, qu'il n'a jamais été, bien sûr. C'est ce que vous dites dans ce livre-là. Et vous dites en effet où les peuples, même les plus dépourvus, pouvaient se cultiver, s'élever et apprendre à rêver dans cette Algérie qui n'allait pas très bien à l'époque. Non, et où elle votre était père... très malade, très malade même. On est dans quel cadre, quel contexte politique à ce moment-là? On est dans vraiment à la fin de l'Algérie française, c'est-à-dire dans les années, tout début des années 1960. Et le général de Gaulle, qui a pris le pouvoir donc 2 ans plus tôt, commence déjà à parler d'autodétermination, donc quasiment d'indépendance. Et il y a des mouvements ultra de gens d'Algérie qui se radicalisent. C'est bientôt la naissance de l'OAS. Donc, quand on est républicain, démocrate, camusien, j'allais dire, on se trouve au milieu de 2 formes de stupidité. La stupidité d'un islam qui se radicalise sous des vêtements nationalistes pour commencer, et de l'autre côté, par une idéologie réactionnaire et injuste de grands colons où le racisme donne toute sa mesure. Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on essaie d'avancer, mais c'est voué à l'échec. Et vous en parlez, ou jeunes, vous assistez à des discussions de part et d'autre, de ceux qui essayent de tirer la couverture à eux, en critiquant souvent votre père d'ailleurs, pour ce qu'il essayait de faire. Parce qu'il y avait une particularité, nous étions juifs, et donc on n'était pas si loin de la période de la guerre, où sans être aussi maltraités qu'en métropole, comme on disait, les juifs n'étaient pas très... Ils étaient interdits de certaines professions. L'antisémitisme faisait partie de la culture coloniale. Oui, et on sent d'ailleurs qu'on garde ses préjugés. Les Juifs ont de l'argent et on les assimile même aux Corses. On dit les Juifs et les Corses, c'est la même histoire. Bien sûr. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que le décret Crémieux, qui précédait de quelques dizaines d'années, cela avait donné la nationalité française aux Juifs. Et ce faisant, c'était très bien, ça avait beaucoup mécontenté les musulmans qui avaient compris qu'ils étaient exclus de la nationalité française. Je pense même que ça a été le point de départ du conflit entre les musulmans et les juifs, dont on connaît les épisodes les plus tragiques d'aujourd'hui. Parce que les musulmans ont compris avec le décret Crémieux qu'ils ne seraient pas français, qu'on leur donnait pas la nationalité. Et ça a divisé une société qui aurait pu finalement s'entendre assez bien. Il y a un souvenir rêvé, heureux, et puis l'horreur. Quel souvenir vous gardez de l'inauguration du cinéma Vox, lancé par votre père à Mascara, puisque c'est une part très importante de votre livre. C'est un souvenir, ce 24 juin 60, jour de la Saint-Jean, un jour très important, donc on le disait au début de cette émission, pour votre papa, et qui va peut-être, selon moi, conditionner quelque chose, mais on verra après pour cela. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Eh bien, mon père, comme vous l'avez rappelé, narcissiquement se projetait un peu dans la figure de Grégory Peck. Donc il était impensable que le film d'inauguration ne soit pas un film avec Grégory Peck. Et d'ailleurs, on lui avait proposé Laurence d'Arabie, qui venait de sortir, mais il n'y avait pas Peck dans le rôle de Laurence d'Arabie. Et finalement, cette année-là, sortait un film de John Huston, un beau film d'ailleurs, qui s'appelait Moby Dick, d'après le roman de Herman Melville. Et donc, Moby Dick arrive dans cette petite ville ignorante et très bornée. Et évidemment, très vite, ça devient un jeu de mots fatal. Au lieu de dire Moby Dick, les gens disent Modibic. Vous voyez, c'est la charge effroyablement haineuse de ce jeu de mots. Et ce jeu de mots s'installe dans la petite ville et ça énerve évidemment les je ne sais pas comment les appeler, les terroristes, les patriotes, les futurs dirigeants, disons. J'ai eu du mal moi-même à les définir. Ils vont donc prendre... et donc, ils savent que le pays va leur appartenir bientôt, mais c'est pas une raison. Et donc, évidemment, ils fabriquent un petit commando suicide avec... ils promettent ce qu'on promet dans ces cas-là aux jeunes gens, qu'ils auront les houris
dès qu'ils mourront et ils les arment de couteaux, de grenades et puis c'est un carnage, voilà. Est-ce que vous le sentez venir ce jour-là compliqué? Non, moi je suis innocent, je suis un enfant, je suis juste fier à côté de mon père qui est puissant et magnifique. Et je suis innocent. Mais d'autres le sentent pour moi. J'ai une nourrice, par exemple, à ce moment-là. Aïcha. Oui, j'ai une nourrice nubienne qui était belle, absolument et splendide. Et cette nourrice n'est pas très contente. J'avais une grand-mère un peu sorcière aussi, dont les tarots avaient dit il va se passer quelque chose. Il y avait aussi un personnage dans ce qu'on appelait le quartier nègre, expression que plus personne n'oserait utiliser aujourd'hui. Et qui lisait l'avenir en jonglant avec des pattes de poulet et qui était pas très content, qui me dit il va se passer quelque chose. Donc voilà, mais c'est un événement fondateur à la fois pour l'histoire politique de ce pays, mais c'est surtout un événement fondateur parce que pour la première fois un écrivain va bouleverser ma vie. C'est Herman Melville. C'est la première fois que je rentre en contact avec la littérature parce qu'évidemment je vais être incroyablement curieux de cet écrivain-là. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai failli mourir à cause de lui. Et puis là, alors j'ai voulu savoir qui c'était. Et évidemment, il se trouve que c'est un génie absolu. C'est un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature. Et donc, à travers lui, je suis rentré en littérature. Mais votre mère, oui. Vous lisez beaucoup de livres. Oui, bien sûr. Elle était toute lettrée, ma mère. Et pas qu'à vous. Elle le lisait aussi à d'autres. Sûr. Oui, c'est les plus jolis moments de mon enfance sur une terrasse pleine de menthe, pleine de jasmin, où tout le monde, où les domestiques étaient là, comme de la famille. Et de temps en temps, l'un d'entre eux allait chercher des gâteaux ou bien du thé. Et ma mère faisait lecture, avec des mots bizarres, parce que je ne sais pas si vous avez lu Moby Dick, mais c'est très compliqué. Il y a des mots extravagants. Il y a, quand on le lit, même aujourd'hui, je l'ai repris, il y a 20 mots qu'on ne connaît pas par page. Dont vous parlez dans ce livre-là. Oui, voilà. Votre mère, elle avait raison. La Saint-Jean, ce n'était pas forcément une bonne date. Voilà. D'ailleurs, elle n'aimait pas cette date-là. Vous parlez beaucoup de cet événement dans votre livre, cet événement qu'on peut suggérer comme étant un attentat, puisque la presse l'avait décrit de cette manière. Et vous dites que vous ne savez pas combien de temps cela a duré. Le temps s'est torsadé. Vous étiez aux premières loges. Vous en avez été épargné. Vous n'avez pas pu vous empêcher de penser à la tenue que vous portiez parce que votre mère n'aimait pas les taches de sang ou encore les griffures sur vos vêtements. Et en lisant ce passage, Jean-Paul Enthoven, je n'ai pas pu m'empêcher, moi, de penser au Bataclan. Bien sûr. Pour ce qui est le plus proche de nous, sûr. avec ce Allah Akbar. Et vous dites, la violence pose toujours le même masque sur le visage des enragés. Qu'est-ce que cela vous a fait de voir ces épisodes que l'on a connus en France ou encore plus récemment, c'est la même histoire qui continue. C'est ça. C'est la même histoire de folie. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ma nourrice dont je vous ai parlé voulait absolument faire de moi un musulman. Et comme j'étais très amoureux d'elle, je la trouvais tellement belle, je la laissais espérer. Et elle voulait me présenter, peut-être pas au prophète, mais enfin me présenter au moins à l'ange Djibril, qui est son lieutenant. Et alors, j'imagine même un dialogue. Elle me disait, qu'est-ce que tu dirais au prophète? Et alors, je lui dis, faut arrêter cette histoire interminable d'hystérie, de violence, enfin, qui n'arrête pas. J'ai ma petite idée là-dessus. Je sais d'où elle vient et où elle ne va pas, d'ailleurs. Et pour vous, l'islam, c'était un joli pays? L'islam, vous savez, c'est le troisième monothéisme. Et c'est autant le monothéisme juif est fondateur, puisque tout d'un coup, d'une diversité théologique, des dieux de la lune, du vent, de la tempête, du soleil, on ne fait qu'un seul Dieu, il est invisible. Il y a quelques temps plus tard le monothéisme chrétien.
qui, si je puis dire, a un plus technologique. C'est-à-dire qu'entre l'absolu et l'histoire, il y a un point de contact, un point de tangence. C'est le Christ, c'est-à-dire qu'on peut être homme et Dieu, et ce supplément théologique rend possible l'amour, le pardon. Bon. Et puis, 7 siècles plus tard, il y a encore un troisième monothéisme. Donc, personnellement, Dieu sait que je me suis renseigné, je ne vois pas la nécessité théologique. Bien sûr, je comprends que politiquement, il était très utile pour fédérer des Bédouins éparpillés dans la péninsule arabique. Mais théologiquement, et j'ai toujours fait un lien entre ce manque de nécessité théologique et cette hystérie historique. Parce que dès que l'islam est constitué en nation, ça commence, la bagarre commence. Parce que si je puis me permettre, et c'est tout à fait personnel, cette religion s'est basée sur une forme de revanche. Je ne sais pas si c'est revanche, c'est pour en finir avec une humiliation. Voilà. En finir avec une humiliation qu'on peut remonter plus haut, d'ailleurs, quand aussi bien Ismaël descend de la servante Agar, descend de la... enfin, il y a de la bâtardise originelle. Et donc, il y a de l'humiliation et on n'en finit pas avec quand on a affaire avec l'humiliation. Et pourtant, Dieu sait que j'aime et je respecte profondément l'islam, j'allais dire des Lumières. Il parle peu, il se fait peu connaître, l'islam des Lumières, mais je pense qu'il est possible. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai un ami qui est un berbère, qui s'appelle Jugurtha, et qui me raconte des choses merveilleuses. Il va mal tourner dans le livre. Vous n'avez plus jamais eu de contact avec lui après toutes ces années ? Non, bien sûr. Non. Est-ce que vous diriez que cet épisode forcément douloureux a façonné votre vie, Jean-Paul Enthoven ? Non, je crois pas. Vous savez, 1000 choses façonnent une vie. 1000 choses. Le sourire d'un ami, d'un coup, un paysage magique. C'est pas parce qu'il y a eu de l'intensité et de la mort que c'était tellement plus important, vous savez. Je me permets de dire ça parce que vous dites « j'écris contre mon enfance » parce que je n'aurais pas voulu devenir ce qui mijotait en elle. Oui, Après sûr. cet épisode, si vous vous étiez écouté en tant qu'enfant, que pensez-vous que vous seriez devenu ? Ah mais moi, depuis le début, je n'aimais pas l'Algérie. Ça me distingue, si je puis dire, pas mal de tous les gens qui les chanteurs, qui ont cette nostalgie, qui font des films, qui sont dans la nostalgie. Moi, pas du tout. C'était un pays maudit. D'ailleurs, la malédiction a continué après, puisqu'il y a eu une guerre civile qui a duré 30 ans. Et là, j'ai vu encore récemment que le président actuel de l'Algérie est allé voir Poutine pour lui remettre la plus haute distinction algérienne, et qu'il en a fait un bienfaiteur de l'humanité. Vous vous rendez compte, faire de Poutine un bienfaiteur de l'humanité, ça veut dire que ce pays est encore très, très malade. Bien sûr. Et donc, moi, j'ai écrit contre mon enfance. Et donc, je priais le général de Gaulle de brader le plus vite possible. Je savais que ça ferait des douleurs et de l'injustice et des malheurs et des familles séparées. Je le savais, tout ça. Mais en même temps, moi, je voulais la France française. Je voulais la littérature française. Je voulais les châteaux de la Loire. Je voulais la civilisation. Et c'est ce que vous avez trouvé en arrivant en France, forcément. Oui. En France, l'Algérie était française. Vous avez donc connu la guerre d'Algérie, que tout à chacun voit venir à un moment donné, à l'époque où vous y étiez. Mais vous étiez quand même heureux. C'est ce que vous dites. Bien sûr, le bonheur, c'est comme une nappe souterraine, le bonheur peut être juste sous le drame. Il y avait une sensualité de l'air, des parfums. Camus a raconté tout ça. J'ai pas la peine que je m'étende. Il y a une vraie sensualité méditerranéenne, bien sûr, qui m'a constitué autant que mon refus de ce pays-là. Que ce soit chez Camus
dont vous parlez beaucoup, avec notamment la peste pour l'actualité récente dont Georges-Marc Bensoussan est venu nous parler ici. Benamou, pardon, excusez-moi. Oui, c'est moi qui fais l'erreur. Irène Jacob avec le film d'Amos Gitaï Chikoun en salle depuis hier, adapté du livre d'Eugène Ionesco, Rhinocéros. Ou vous qui sentiez ces bêtes féroces figées dans leur être, dites-vous, ces héros involontaires de ce grand vide parfumé à l'anisette qui n'en finissait pas de jurer et de vociférer. Il y a aussi une envie, je le remarque récemment, en ce moment en tout cas, de dénoncer les tragédies, le mal béant de notre époque, que finalement l'on trouve beaucoup dans le passé. Est-ce que vous pensez que le passé, c'est le propre de l'avenir aussi ? Votre question est trop vaste. De toute façon, oui, bien sûr. Toute personne qui serait amputée de lucidité sur son passé avancerait comme un aveugle dans la vie. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Le présent n'y suffit pas pour qu'on s'améliore, pour qu'on réfléchisse. Évidemment, regardez aujourd'hui, essayez de parler de la guerre d'Ukraine sans parler de Munich. Comment serait-ce possible ? Vous dites le présent ne suffit pas, il y a le passé. Et vous parlez de beaucoup de choses dans ce livre sur vous, Jean-Paul Enthoven, d'une forme de dualité et aussi de l'envie de toujours être meilleur, de vous améliorer, d'être un autre à travers finalement les diverses épreuves, non seulement, mais j'ai l'impression que dans votre vie, il y a eu plusieurs vies. Avec cet épisode d'enfance qui peut-être a transformé ou en tout cas a fait que vous êtes devenu autre chose, ou encore même après les raisons du cœur. Non, mais vous savez, on en avait parlé, il me semble, dans une conversation précédente. Il y a le Henry James, le romancier britannique, disait que il y a deux sortes d'êtres. Il y a ceux qui ne sont nés qu'une fois et ceux qui naissent plusieurs fois, les once born et les many times born. Et cette distinction est fondamentale parce que si on devient écrivain, ça fait deux littératures différentes. Si on ne naît qu'une fois, on fera une littérature de l'enfance, une littérature de la souche, de l'origine merveilleuse, embellie, même imaginée. Tandis quand on naît plusieurs fois, on est capable d'écrire contre sa première existence. Et moi, je n'aime pas la littérature des gens qui ne sont nés qu'une fois. Pour ça, par exemple, d'où mon allergie pour le Grand Maulne, mon allergie pour le Petit Prince de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, je l'adore par ailleurs, mais ce livre me fait horreur. Donc, effectivement, je suis né plusieurs fois. C'est ma richesse, c'est mon secret. Et vous avez eu raison de rappeler qu'après un accident de cœur, là aussi, ça m'a rajouté une nouvelle naissance. C'est bien, ça. C'est bien. Je n'aime pas les gens qui sont un continuum depuis leur naissance jusqu'au moment où on les rencontre. J'aime chez les êtres la brisure, la rupture, le recommencement, la volte-face. Ça me plaît. Ça me plaît. Je ne valorise pas, mais je me sens plus fraternel avec ces gens-là. Voilà. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Jean-Paul Enthoven, pour votre roman Si le soleil s'en souvient aux éditions Grasset, que Radio J vous offre. Pour le gagner, c'est très simple, il faut téléphoner gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse, numéro de téléphone, c'est tout. Et puis le premier arrivé sera le premier servi dans un instant, mes chroniqueurs. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani de Belaïch. Bonjour à tous. Les négociations pour la libération des otages ont pris fin en Égypte. Aucun accord n'a été trouvé entre Israël et le Hamas. Le Hamas qui a quitté le Caire ce matin pour consultation et qui annonce la reprise des pourparlers la semaine prochaine, soit au début du Ramadan.
Le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes sur Rosh Hanikra dans le nord d'Israël. Ce matin, une dizaine de missiles ont été interceptés par Tsahal au-dessus de la localité. Tsahal qui a bombardé le site de lancement du groupe terroriste dans le sud du Liban en réponse à l'attaque. Le service de renseignement russe, le FSB, affirme avoir déjoué un attentat contre une synagogue moscovite. Les assaillants, des membres de l'État islamique, ont ouvert le feu lors de la tentative d'arrestation et ont été neutralisés par des tirs en retour, précision du FSB. Enfin, le président français Emmanuel Macron a reçu les chefs de parti sur l'Ukraine. Il leur a affirmé qu'il n'y avait aucune limite dans le soutien à l'Ukraine. Ces rencontres surviennent en amont d'une réunion internationale consacrée au soutien à Kiev, réunion organisée par la France cet après-midi. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Jean-Paul Antoven et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Événement exclusif. L'agence juive présente le Salon Medex à Paris le dimanche 31 mars. Cet événement dédié aux médecins et dentistes facilite le transfert de licences médicales israéliennes. Elle offre l'opportunité de rencontrer les représentants du ministère de la Santé israélien, de l'Association médicale israélienne, de Kupot Cholim et d'hôpitaux israéliens. La certification des documents se fera en personne et sur place. Chance unique pour le processus de reconnaissance de licence et des opportunités d'emploi à ne pas manquer. Informations et inscriptions sur agencejuive.org. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et Israël-tzedaka-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Jean-Paul Antoven, pour son livre Si le soleil s'en souvient, sorti aux éditions Grasset. Nous avons parlé de votre livre pendant un bon moment, Jean-Paul Antoven, et nous allons continuer parce qu'il y a une observation qui est telle que beaucoup de gens disent que plus un homme avance dans le temps, plus il se rapproche d'une part de ses souvenirs, de ses racines. Et on le verra dans quelques jours avec notamment Sami Bouajila sur cette antenne, mais aussi souvent de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Non, je n'avance pas vers Dieu, j'avance au contraire vers une incrédulité de plus en plus dense et je me sens de plus en plus à l'aise dans cet agnosticisme-là, mais je fais tellement un absolu de cet agnosticisme que ça ressemble à un Dieu. Ça me fait sourire. Vous l'avez toujours dit, bien sûr, vous êtes agnostique, mais forcément la question est très tentante. Est-ce que finalement, après le 7 octobre, après cette déchirure que la communauté juive a ressentie, est-ce que cela a réveillé quelque chose en vous, une conscience juive ? Non, je n'ai pas attendu cette tragédie pour avoir... Vous savez, je suis ce qu'on pourrait appeler un juif sartrien. C'est-à-dire que c'est l'existence des antisémites qui m'a rappelé que j'étais juif. Et j'ai jamais manqué d'occasion de me souvenir de mon judaïsme grâce à eux, si je puis dire. Mais là, ce 7 octobre a été une telle violence que ça a déchiré mon être. Je veux dire, c'est pas rien. Le plus grand pogrom du 21e siècle, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, je suis terrassé par le peu de temps qu'a duré l'émotion
la compassion devant le peuple juif. Et je suis terrassé de voir avec quelle vitesse on passe à autre chose et on oublie les otages. Récemment, un personnage éminent à l'école normale, cette Judith Butler, qui est une philosophe très importante, la grande théoricienne de la philosophie du genre, n'est-ce pas, qui est à l'origine de tout ce qu'on voit autour de nous, a elle-même refusé de qualifier de terrorisme ce qu'il y a eu. Quand je vois la soirée des Césars, où des tas de jeunes filles, à juste titre sans doute, disent leur traumatisme parce que quelqu'un a été un peu lourd et les a un peu blessés, alors que on a retrouvé des cas de viol absolument abominables qui se perpétuent dans les tunnels aujourd'hui. Et si ces malheureux otages sortent vivants, sans doute certaines d'entre eux ou d'entre elles seront enceintes. C'est quelque chose qui me terrifie. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Et qui terrifie beaucoup, bon nombre d'entre nous qui passent notamment par cette antenne et qui en parlent. Et puis pour l'anecdote, puisque c'est ce que j'ai pu observer ce matin, Émilie Frèche, puisqu'on parlait d'un prince il y a une seconde qui devait être invité d'Amnesty International, a été décommandée parce que plusieurs artistes visiblement ne souhaitaient pas sa venue puisqu'elle s'était entre guillemets opposée au cessez-le-feu qui a été une sorte de pétition mise en place par plusieurs artistes, notamment Camélia Jordana et d'autres. Comment on pourrait réagir face à ça, Jean-Paul Enthoven ? S'obstiner, continuer, se documenter, écrire, faire des conférences, se parler, ne pas désespérer de ramener dans la raison ceux qui s'égarent. Moi, dans les événements récents, ce qui m'ahurit, c'est le mouvement d'antisémitisme qui se développe sur les campus américains, ouais, qui sont censés être les lieux de l'intelligence, les lieux du savoir. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas non plus comment on peut réclamer un cessez-le-feu sans réclamer dans la même phrase la libération des otages. Je n'arrive pas à comprendre comment ces deux propositions se séparent. Mais l'histoire a des séquences de folie. Nous y sommes. De tous côtés. Les échos que j'ai de la situation en Israël fait que le camp de la paix n'existe plus. Mais celui qui existait a été tué. Oui, finalement. Bien sûr, évidemment, parce que dans ces kibboutz, il y avait une dame, je prends cet exemple, qui passait son temps à aller chercher des malades de Gaza pour les amener dans les hôpitaux israéliens. Donc, il y a quelque chose de fou. Mais l'histoire en ce moment, d'une manière globale, sur la planète, il y a comme une espèce de Pluton qui tourne autour et qui répand de la noirceur. Il y a beaucoup de théâtres d'horreur en ce moment dans le monde, n'est-ce pas ? Mais évidemment, celui qui concerne Israël me touche très particulièrement. Merci pour ces mots, Jean-Paul Enthoven. À présent, dans cette partie d'émission, on parle toujours de culture, celle que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est David Schweiger qui nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour cher David. Bonjour Cyrielle et bonjour Jean-Paul Enthoven. Alors je vais essayer d'apporter un petit peu de légèreté dans ce paysage plutonien que vous évoquiez. Car, cher Jean-Paul, je ne sais pas si vous êtes familier du principe de cette chronique, mais Cyrielle Sarah Cohen, ici présente, me charge tous les jeudis de dénicher une pièce de théâtre susceptible de parler, de plaire même, et qui plus est d'entrer en résonance avec la vie et l'œuvre de notre invité du jour. C'est plus ou moins facile ou difficile selon les invités, mais je dois dire qu'avec vous, bien des choses entrent en résonance avec mon univers personnel. De Mascara, votre ville natale, où mon père a dirigé en capitaine la section du chiffre pendant la guerre d'Algérie, à votre tropisme pour l'Italie, via la beauté de ses monuments et sa dolce vita, celle de Fellini, bien sûr, mais surtout à vous, celle que l'on goûte en Vespa dans les rues de Rome avec les femmes qu'on aime. Et c'est du côté de ce tropisme italien, romain, que j'avoue avoir déniché une petite
petite pépite qui narre une tranche onirique de la vie de Freud lors d'un de ses voyages romains qu'il affectionnait tant. Alors de quelle pièce allez-vous nous parler, David? Eh bien, la pièce s'appelle tout bonnement Freud et la femme de chambre. Quand on pense à Freud, normalement, on l'imagine dans son cabinet chez lui, 19 Berggasse à Vienne, ou à Paris, dans sa jeunesse, en train de suivre les cours de Charcot à la Salpêtrière. On l'imagine peut-être moins à Rome, se promenant dans le Forum ou admirant le Moïse de Michel-Ange à la basilique Saint-Pierre aux Liens. Et pourtant, vous le savez, Jean-Paul Enthoven, Freud était un passionné de Rome. Dès qu'il pouvait, il quittait Vienne pour courir à l'ombre des églises et des monuments romains et aussi pour enrichir sa collection d'objets provenant de l'Antiquité. Eh bien, la bonne idée de Leonardo della Fuente a été de mettre en scène ce Freud romain-là lors d'un de ses voyages, pensionnaire d'un hôtel de luxe, et qui, alors qu'il a expressément demandé à la direction de l'hôtel de ne pas le déranger pendant la matinée, se fait réveiller de manière tonitruante par une femme de chambre du nom de Marie. Va commencer alors un dialogue entre le maître viennois et la jeune femme qui va révéler Freud à lui-même. Car si la jeune femme lui avoue avoir frappé à sa porte en désobéissant aux consignes, si elle lui dit son admiration et la raison de sa venue, elle avait accompagné sa mère, femme de chambre elle-même, dans cet hôtel lors d'un précédent voyage de Freud dans ce palace romain et avait été marquée par sa rencontre, elle va se montrer d'emblée rétive aux tentatives du père de la psychanalyse d'entamer d'emblée avec elle un travail, comme on dit pudiquement dans la langue germano-pratine. Freud tente de saisir la fascination de cette jeune femme débarquant dans sa chambre pour lui parler. Le contraire lui est étonné de sa relation à sa mère qu'elle a perdue récemment et à son père qu'elle a si peu connu. Mais la fraîcheur de cette petite jeune femme, ses questions naïves, comme son enthousiasme et sa passion débordante pour le vieil homme, au point de proposer au docteur Freud de jouer au docteur dans le lit tout proche, déstabilise le psychanalyste, fait s'effondrer ses interprétations et le convoque au lieu de sa plus simple humanité. Qu'est donc Sigmund Freud quand il ne résout pas les problèmes de la vie des autres et que la fraîcheur d'une soubrette le contraint à être lui-même dans le plus simple appareil d'un homme que l'on vient d'arracher au sommeil? C'est tout le génie de Leonardo della Fuente d'avoir évoqué une telle situation pour convoquer la figure de ce Freud romain. Ça nous donne forcément très envie, David Schweger. Un mot de la mise en scène et du jeu des acteurs maintenant. Oui, Cyrielle, car le travail des acteurs sur scène est tout bonnement génial. On connaît bien évidemment tout le talent et la sensibilité actoriale de François Berléand. Celui-ci incarne un Freud mélancolique, souffrant déjà de son cancer de la mâchoire, traumatisé de la perte de sa fille et de son petit-fils Heinerle, avec une sensibilité fine et un à-propos remarquable. Quant à Nassima Benchikou, c'est tout bonnement la révélation de cette pièce. Elle donne à la soubrette sa jeunesse, son enthousiasme, sa beauté troublante et un caractère pétillant du meilleur effet. Le travail de Sachs est comme à l'habitude remarquable et précis. Les décors de Catherine Bluval rendent justice et c'est important à la beauté marmoréenne de ces palazzi romani que Jean-Paul Enthoven sans doute connaît bien. En conclusion. Eh bien, vous savez mon exigence, Cyrielle. Quand il m'arrive de ne pas aimer, je le fais discrètement savoir. Quand j'aime, je le dis. Quand je suis enthousiaste, je le hurle. Mais je vais épargner les décibels à nos auditeurs, mais leur dire néanmoins sans hésiter, courez. Et à Jean-Paul Enthoven d'emmener Patricia sans tarder au théâtre Montparnasse où se joue cette comédie fine et pleine de sensualité romaine qu'est Freud et la femme de chambre. Arrivederci pour aujourd'hui, chers auditeurs. Je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un début de fondement historique à cette situation? Non. Parce que je crois que Freud a toujours eu des problèmes à parvenir à Rome. Il appelait même ça le complexe d'Hannibal. Vous savez qu'Hannibal, par 2 fois, s'est trouvé devant Rome et il y a toujours eu un sénateur pour le des oies du Capitole. Il n'a pas pu y entrer. Et donc Freud réfléchit sur les lieux auxquels nous ne parvenons pas à nous rendre. Chacun de nous en a dans sa vie. Oui. Et Freud dit que il a mis un temps fou avant d'arriver à Rome. Donc je suis surpris, mais enchanté de ce que vous racontez. Alors écoutez, la pièce en elle-même est vraiment une pièce qui raconte une séquence que l'auteur a voulu vraiment purement onirique. Mais avec beaucoup de finesse historique, il rappelle quand même justement la fascination de Freud et ses hésitations face au Moïse de Michel-Ange, qui va devenir une de ses œuvres. Mais voilà, donc c'est une pièce onirique, mais nourrie effectivement de veines historiques et où l'on voit Freud hésitant pas seulement face à Rome, mais je dirais même face à la sexualité féminine qui reste pour lui
lui le contitan noir. Voilà ce qu'on peut en faire. Et je rappelle que Freud est la femme de chambre, une pièce de Leonardo de la Fuente, mise en scène par Alain Sachs avec François Berléand et Nassima Benchikou, et jouée au théâtre Montparnasse, donc rue de la Gaîté dans le 14e, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 21h, et en matinée les samedis à 16h30 et dimanche à 15h30. Merci beaucoup David Schweger. Merci Cyrielle. À la semaine prochaine. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour Jean-Paul Enthoven, enchanté. Alors, cette chronique, c'est l'occasion d'entamer un petit voyage dans votre quotidien pour découvrir un florilège de vos goûts culturels. Et ce voyage nous emmène d'abord sous votre douche. C'est souvent là, paraît-il, que vous écoutez Joe Dassin avec sans doute l'une de ses chansons les plus mythiques. Et si tu n'existais pas, on appuie sur play. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans... Une chanson de Joe Dassin et non pas de Joe, qu'il sort en 1975, et c'est le premier titre d'ailleurs de son 9e album intitulé Le Costume Blanc. Alors, ce titre qui deviendra un succès mondial par la suite, sorti dans 25 pays et qui finira d'ailleurs adapté en plusieurs langues, il nous raconte l'histoire d'un homme qui se demande à quoi ressemblerait sa vie si la femme qu'il aime n'existait pas. Et nous voilà donc embarqués dans une sorte de réflexion existentielle, une méditation un peu hyperbolique sur l'intérêt amoureux en fait. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, comme on l'entend. Alors, on peut se poser une question à travers ça. Le Joe Dassin, vedette de la chanson qu'on connaît, aurait-il eu le même parcours s'il n'avait pas croisé la route d'une certaine personne dans sa vie ? Flashback, nous sommes en 1963 dans un bal costumé organisé par le grand éditeur et producteur de musique qu'est Eddie Barclay. Un énorme bal avec de très nombreux invités, parmi lesquels Joe Dassin et Maryse Grimaldi, une actrice et une écrivaine française. Derrière leurs déguisements respectifs de pirate pour Joe Dassin et de Jeanne d'Arc pour Maryse Grimaldi, chacun remarque l'autre évidemment, et 3 ans plus tard, Joe Dassin lui passe la bague au doigt. Mais entre-temps, il faut savoir que la première chose qui va séduire Maryse Grimaldi chez Joe Dassin, c'est, au-delà de son physique, c'est sa voix. Elle trouve qu'il a un timbre magnifique et un accent gommé. Et pourtant, à cette époque-là, Joe ne veut pas du tout se lancer dans la musique. Il pousse à la chansonnette comme ça, avec ses amis, ou alors pour séduire Maryse, mais ça s'arrête là. À la place, il s'essaye dans le monde du cinéma, avec évidemment l'appui de son père, le réalisateur Jules Dassin, qui lui accorde quelques petits rôles dans certains de ses films. Mais voilà, Maryse, elle pense qu'il a un avenir dans la chanson. Alors secrètement, elle récupère une bande sur laquelle Joe interprétait une chanson folk pour s'amuser, et elle l'envoie à la maison de production CBS, qui est évidemment séduite à son tour. Premier appel de la maison de disques auprès de Joe rejeté, mais quelques mois plus tard, CBS revient à la charge avec une proposition de contrat, et le premier single de Joe Dassin débarque officiellement en mars 1965. Bon choix donc pour Maryse, qui a eu du flair de croire en son petit ami, et elle l'accompagne pendant les plus belles années de sa carrière, 13 ans au total, un peu comme un ange gardien finalement. Jean-Paul Enthoven, il n'y a pas si longtemps, dans une interview que j'ai pu lire de vous, vous avez expliqué que les seuls livres qui vous intéressent sont ceux qui parlent d'amour. Et manifestement, c'est valable aussi pour les chansons alors. Et comment La chanson, c'est de la mise en musique de l'état amoureux. Oui. Toujours dans vos musiques de cœur, Jean-Paul Enthoven, on va trouver un nom vraiment mythique, Corentin. Alors, Jean-Paul Enthoven, cela fait quelques temps, on le sait, que vous vous intéressez à l'œuvre de Leonard Cohen. Et il y a une chanson de son ultime album sorti en octobre 2016 qui vous a beaucoup touché. Une chanson qui s'appelle You Want It Darker. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory. You Want It Darker, c'est avec cette phrase que Leonard Cohen choisit d'interpeller Dieu. Mieux, c'est presque comme un défi qu'il lui lance en fait. D'ailleurs, au travers de cet album, qui sera son dernier puisqu'il décède quelques temps après, Leonard Cohen propose une reprise de plein d'éléments qui lui sont bien familiers finalement, surtout parce que les paroles empruntent beaucoup à la liturgie juive et à des textes bibliques. Et pour revenir donc à cette chanson, You Want It Darker, elle est un peu la confession religieuse très sombre quand même d'un homme qui s'apprête à affronter sa propre mortalité. C'est assez triste d'ailleurs quand on y pense, surtout quand on sait qu'à ce moment-là, Leonard Cohen a écrit une lettre d'adieu à son ex-compagne
compagne, l'artiste norvégienne Marianne Hillen, lui disant qu'il la rejoindrait bientôt, et c'est Marianne Hillen qui s'est éteinte en juillet de cette fameuse année 2016. Un Leonard Cohen qui est donc prêt désormais, qui attend son heure et patiemment derrière une voix et un ton plutôt austère, comme on l'entend. Et pour la petite anecdote, les chœurs qu'on entend aussi en fond dans la chanson, surtout au début, eh bien, ce sont ceux du chantre et de la chorale d'une synagogue. Et pas n'importe quelle synagogue, puisque c'est celle de la ville natale de Leonard Cohen, à savoir Montréal. Cette chanson, beaucoup la voient comme un aboutissement, comme la somme de toutes les réflexions qu'il a eues durant sa vie. Et c'est une belle façon pour lui de tirer sa révérence à 82 ans, ce parrain de la mélancolie ou encore ce poète du pessimisme, c'est comme ça que certains aimaient le surnommer. Un dernier regard en arrière finalement pour Leonard Cohen, avec peut-être l'une de ses chansons les plus bouleversantes. C'est un chef-d'œuvre à vos yeux, cette chanson, Jean-Paul Enthoven? Non seulement c'est un chef-d'œuvre, mais elle me glace le sang. Quand il dit cette phrase en hébreu, il dit « Enani », qui est, je crois, ce que disait Abraham quand Dieu l'interpelle. Et il dit « Je suis là, je suis là ». Et la dernière réplique, quand il dit « I am ready, my Lord », c'est-à-dire que, allez, je peux plonger dans le vide. Et évidemment, cette chanson, je l'ai découverte lors d'un enterrement, mais je ne vois pas ce qu'on peut mettre de plus beau ou de plus parfait. Et vous parliez de la voix de Joe Dassin, mais celle de Leonard Cohen, c'est quelque chose aussi. Une très belle voix, Jean-Paul Enthoven. On va passer à un peu de lecture désormais, la littérature que vous aimez beaucoup, et on va découvrir un livre. En ce moment, Jean-Paul Enthoven, vous êtes dans une période de redécouverte des grandes correspondances, si je vise juste. Oui. Et il y en a des belles choses à lire à ce niveau-là. Nous parlions d'amour tout à l'heure au travers de la chanson de Joe Dassin. Alors, je vous propose de continuer sur cette lancée, mais d'une façon un peu différente, avec le roman de Venise de George Sand et Alfred de Musset. Vous l'avez relu dernièrement ? Oui, non, pas récemment, mais enfin je connais bien, oui, bien sûr. Oui. Eh bien, dans ce roman épistolaire, vous l'aurez compris, il est question de passion romantique entre l'écrivaine et le poète. On y découvre les différentes lettres qu'ils ont pu s'échanger au cours de leur période idyllique. Elles contiennent tout ce que deux âmes follement attachées l'une à l'autre peuvent s'exprimer à travers à la fois de la tendresse, de l'emportement, de la folie et parfois aussi du chagrin. Et c'est l'occasion d'ailleurs de se rendre compte de ce qui est sans doute l'une des plus célèbres histoires d'amour dans le petit monde de la littérature. Nous sommes précisément le 19 juin 1833 au soir et George Sand, ou devrais-je dire Aurore Dupin, se retrouve dans un dîner. Par hasard, la romancière se retrouve placée à côté d'Alfred de Musset et c'est comme ça que les deux se rencontrent pour la première fois. Pas de quoi en faire quelque chose d'enflammé pour ce premier instant l'un à l'autre. Elle prend plaisir à discuter avec lui, elle le trouve brillant, même s'il lui semble aussi beaucoup trop snob. Et lui décrira la jeune romancière de 29 ans à ce moment-là comme une femme au teint olivâtre qui avait des yeux énormes. Bon, c'est pas une grande réussite, on est loin d'une jolie histoire pour l'instant, mais ce n'est que la première impression. Pas de coup de foudre. La première impression ne tourne pas toujours, et en tout cas pas pour cette fois-là. Et pourtant, donc ça les empêche pas de commencer à échanger des lettres dans les mois qui suivent cette rencontre et à se prendre petit à petit d'affection l'un pour l'autre. Jusqu'à ce qu'Alfred de Musset en premier lui déclare sa flamme, et la suite c'est une relation avec ses hauts et ses bas entre ces deux amants, ce qui nous ramène donc à ce fameux roman de Venise qui fait en fait référence au voyage en Italie de nos deux protagonistes, voyage qui tourne plutôt au psychodrame alors que George Sand tombe malade et qu'Alfred la délaisse au profit de nuits bien alcoolisées ou passées dans les maisons closes. Entre autres, à la suite, c'est une histoire. La suite de tout ça, c'est une histoire vraiment tumultueuse à coups de rabibochage et de rupture jusqu'à la rupture définitive en 1835. Une histoire donc assez brève finalement, mais terriblement affective à revivre en partie donc à travers ses correspondances. On va clôturer ce voyage dans un univers culturel, Jean-Paul Enthoven, avec une recommandation cinéma, mais que vous devez avoir vu forcément. Alors on le sait, on va voir si vous l'avez vu. On sait que vous avez particulièrement, Jean-Paul Enthoven, adoré la série de Xavier Giannoli qui s'appelle D'argent et de sang. Hélas, on a eu l'occasion d'en parler il n'y a pas si longtemps dans cette émission. Alors je voudrais vous proposer quelque chose d'autre à voir que vous n'auriez peut-être pas encore vu, mais on va vite le découvrir, qui pourrait se rapprocher un petit peu de l'esprit de votre livre, si le soleil s'en souvient. Alors j'avais envie de vous parler d'un film qui s'appelle Le Petit Blond de la Casbah. Vous en avez entendu parler, j'imagine. Non, je l'ai même vu. Vous l'avez même vu, encore mieux. Écoutez, on va revenir dessus. C'est un film d'Alexandre Arcadi, sorti en novembre 2023. Bande-annonce. Alger, c'était une des plus belles villes de France.
Tu vois, là-bas, c'est la Casbah. C'est là où je suis né. Avec tes cheveux si blancs. On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. T'es capot, moi, Jacques. Pas pour les enfants. Ma mère, c'était la plus belle. Tu as le plus beau sourire du quartier. Arrête. Heureusement que mon mari, il est pas là. Hein. Mes frères, toujours habillés pareil. Et mes copains. Rosoli, c'est le meilleur pour les créponnés. On était pauvres, mais on s'en rendait pas compte. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble. Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'écrire, il fait chaud. Un dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma. Le petit blond de la Casbah, c'est l'histoire d'un cinéaste qui voyage à Alger avec son jeune fils. Il est ici pour faire un film censé retracer son enfance passée dans l'Algérie d'hier. Un film autobiographique donc pour Alexandre Arcadi. Et le voilà nostalgique qui se replonge dans le pays, la ville qu'il a connue. Ce tout petit garçon, d'ailleurs, pas tout à fait comme les autres. Hein. À travers chaque souvenir qui lui vient au fur et à mesure de sa promenade dans les rues d'Alger, le cinéaste nous fait revivre de vrais moments de bonheur, de rire et même de larmes aussi parfois. Le petit blond de la Casbah, un parcours riche en nostalgie qui a d'abord été, bien longtemps avant son adaptation en cinéma, un livre sorti en 2003 par Alexandre Arcadi lui-même. Et c'est en 2020, pendant le confinement, en écoutant les bruits de la nature, que lui reviennent toutes ces images de son enfance qui lui donneront donc l'envie de transmettre son histoire à l'écran et en images. Et donc forcément un film qui résonne avec votre histoire. Oui, à ceci près que j'aime beaucoup ce que fait Alexandre Arcadi, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, mais il pense à son enfance comme un paradis. Oui. Et évidemment, je choisis un autre filon, une autre expérience vitale. C'est pas la même, mais chacun sa façon d'être blond, si vous voulez. C'est ça que je dirais. Mais c'est un beau film et j'invite tout le monde à le voir. C'est très, très, très touchant et intelligent. Et donc voilà, deux natures, deux hommes différents avec leur histoire forcément, Jean-Paul Enthoven. Je rappelle que votre livre Si le soleil s'en souvient est sorti hier aux éditions Grasset et que c'est Estelle de Paris 19e qui a gagné votre livre. Donc on aura le plaisir de lui envoyer avec une petite dédicace si le cœur vous en dit. On poursuit cette émission avec, Comme est Prima évidemment. Vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, l'introspection et puis notre experte Judith Cohen-Solal pour ne pas changer les bonnes habitudes. Pour le portrait de notre invité, mais tout de suite une pause musicale et c'est le journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour à tous. Les négociations pour la libération des otages ont pris fin au Caire, en Égypte, mais aucun accord n'aurait été trouvé entre Israël et le Hamas, Pascal Sunshine. Le Hamas continue d'exiger un cessez-le-feu permanent, le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, le retour des habitants de Gaza déplacés sans condition et l'augmentation du flux d'aide humanitaire. Et l'organisation terroriste accuse Israël de bloquer les pourparlers.
Les tractations doivent pourtant reprendre la semaine prochaine, probablement encore au Caire, alors que les médiateurs qataris, égyptiens, mais aussi les États-Unis continuent à pousser à la conclusion d'une trêve pour le début du Ramadan qui commence dimanche. Et selon le quotidien israélien Haaretz, qui cite des sources arabes engagées dans les négociations, le Hamas chercherait à prolonger les tractations, si possible encore au moins durant une semaine, donc déjà à l'intérieur du Ramadan. L'organisation terroriste espère ainsi un réveil de la violence en Judée-Samarie et à Jérusalem qui contraindrait les médiateurs et aussi Israël à accepter un accord de trêve, évidemment à des conditions beaucoup plus difficiles. En tout cas en Israël, le cabinet de guerre, le cabinet de sécurité doit se réunir ce soir pour faire un point de la situation et décider de l'envoi d'une délégation pour le prochain round de négociations. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Alors qu'Israël entre dans son 6e mois de guerre contre le Hamas, Tsahal continue d'attaquer le quartier de Hamad à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Les troupes de la 7e brigade blindée ont attaqué plusieurs sites du Hamas dans le quartier, notamment une usine de fabrication d'armes et de missiles. Les soldats ont également localisé plusieurs réseaux de tunnels et détruit des bureaux du groupe terroriste dans la région. Depuis que Tsahal a lancé son opération Couronne de l'Ouest en début de semaine, plus de 250 terroristes auraient été éliminés dans le quartier de Hamad. Concernant les opérations de Tsahal dans la bande de Gaza, toujours Washington envisage d'interdire à Israël l'utilisation d'armes américaines lors de son assaut à Rafah, information rapportée par le Washington Post. Si aucune décision n'a encore été prise concernant l'imposition d'une telle mesure, le fait que le président américain Joe Biden et les responsables américains en discutent témoigne des inquiétudes des États-Unis, les États-Unis qui ont demandé une liste de vente d'armes américaines à Israël. Sur le front nord, les attaques du Hezbollah contre l'État hébreu se poursuivent. Une nouvelle salve de roquettes a été tirée contre la communauté d'Avdon cet après-midi. Aucun blessé ni dégâts matériels n'a été signalé. Ce matin, 10 roquettes ont été tirées contre Rosh Hanikra. Tsahal a intercepté 9 des missiles. En réponse, l'armée israélienne a bombardé le site de lancement. Une tentative d'attentat contre une synagogue moscovite a été déjouée par le FSB, le service de renseignement russe. Des membres de la branche afghane de l'État islamique ont été arrêtés et neutralisés. Lors de leur arrestation, une cache d'armes a été découverte à Kalouga, au sud-ouest de Moscou, avec des armes à feu, des munitions et de quoi fabriquer une bombe. Le président français Emmanuel Macron a reçu les chefs de partis sur l'Ukraine. Il leur a affirmé un soutien sans limite à Kiev. Ces rencontres surviennent en amont d'un vote parlementaire et après que le président a agité l'éventualité d'une présence militaire sur le terrain, ce qui a ravivé les clivages avant les élections européennes. Enfin, la CGT va déposer des préavis de grève dans la fonction publique le temps des Jeux Olympiques. Annonce faite par la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet, qui s'est dite mécontente du dialogue entamé dans la perspective de la compétition. La CGT réclame du gouvernement des mesures immédiates pour assurer la réussite sociale des Jeux. Écoutez Sophie Binet. Il faut enfin que les Jeux soient préparés d'un point de vue social, avec 2 questions qui se posent. D'abord, celles et ceux qui vont devoir travailler beaucoup plus que d'habitude, avec des heures sup, des congés payés qu'ils ne pourront pas prendre. Et donc, pour cela, nous demandons quelles sont les conditions sociales de ce travail. Comment est-ce qu'on va héberger tous les travailleurs et travailleuses qui devront venir en Ile-de-France pour les JO? Le logement, c'est une catastrophe. Comment on va prendre en charge leurs enfants alors que ce sont les vacances scolaires? Quelles primes ils vont avoir? Pour l'instant, il n'y a rien de cadré de ce côté. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, elle était ce matin au micro de France Info. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Jean-Paul Antoven et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide.
Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et israël-tzedaka-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre en direct sur l'antenne de Radio J avec mon invité aujourd'hui, Jean-Paul Enthoven, pour son roman Si le soleil s'en souvient, sorti aux éditions Grasset. Dans cette émission, on a une nouvelle séquence, Jean-Paul Enthoven, qui s'intitule L'introspection, avec tout d'abord une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions pour nous aider à vous connaître davantage. La première est celle-ci. Jean-Paul Enthoven, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Rien. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? D'être lui-même le plus souvent possible. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? Dans ma métaphysique, le plus bel âge, c'est maintenant. Y a-t-il eu une erreur, mais que vous avez résolue ? Non. Il y a beaucoup d'erreurs, mais qui sont des bonnes leçons. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas ? J'aimerais être un virtuose du tir à l'arc. C'est vrai ? Oui. Une chose réalisée cette année, on va dire de 2023 à nos jours, et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Et je joue beaucoup au tennis, vous savez, et j'ai réussi un coup que j'ai réussi une seule fois dans ma vie. Cette année, un retour de service avec mon revers. Je suis tombé en admiration devant moi-même à cet instant. Et ça ne se reproduira jamais. Jean-Paul Enthoven, si je vous parle d'amour alors, comment cela résonne ? Ça résonne, c'est la totalité de mon être qui résonne. Si vous pouviez changer une chose, soit sur votre corps ou bien sur votre personnalité, ce serait quoi ? Et j'aimerais être un immense sportif, donc avoir un corps d'acier absolument invulnérable. Donc voilà, les changements qui vont avec ça. Si vous étiez président de la République, Jean-Paul Enthoven, quelle serait la première des mesures que vous prendriez ? Je punirais très gravement, par un décret très sévère, l'impolitesse dans les rues. On aurait une loi pour... on n'a pas le droit d'être impoli ou d'être agressif. Toutes ces formes d'incivilité, comme on dit, me sont insupportables. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Que tout compte fait, c'est pas si mal. Merci Jean-Paul Enthoven. Merci à vous. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et c'est un changement d'ambiance avec vous les goguettes. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai à mes côtés Clémence et Stan. À nos côtés, Jean-Paul Enthoven, avec un univers tout à fait particulier que vous allez découvrir. On est vraiment dans de la satire délurée, si je puis me permettre de dire cela comme ça, avec un univers un petit peu fou. D'ailleurs, vous le dites, vous êtes en trio, mais à 4. Donc ça pose déjà un petit peu le décor. Aujourd'hui, vous êtes pourtant en duo. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J. Merci. Alors pour bien comprendre, votre truc, si je puis me permettre de dire ça comme ça, c'est caricaturer l'actualité à travers des titres connus, on peut dire ça ? Oui. Vous avez cartonné pendant la période du confinement. Comment ça s'est passé ?
Ça faisait déjà, donc le confinement 2020, ça faisait déjà 7 ans qu'on existait. Et qu'on commençait à bien tourner. On avait un tourneur d'ailleurs, on avait vraiment beaucoup de dates, mais un public, pas un public très très large, en tout cas beaucoup moins large qu'après le confinement. On a continué pendant le confinement à tourner des petites vidéos chacun chez soi, donc on faisait du télétravail. Donc vous êtes 4 amis ? 4 amis, ouais. Ok. Et il y en a une en particulier qui a fait le buzz, qui s'appelait T'as voulu voir le salon, sur l'air de T'as voulu voir Vesoul de Brel. Et donc c'était l'idée ça parlait à tout le monde parce que c'était le confinement à ce moment-là, donc tout le monde était chez soi, donc t'as voulu voir le salon, t'as voulu voir le placard, t'as voulu voir la chambre, etc. Et ça a fait vraiment je sais plus combien de millions de vues. 2,5 millions, non ? 2,5 millions, oui. Aujourd'hui, elle est à 5 millions, je crois. Ouais, mais 5 millions 3. À cette époque-là, oui, à peu près, je suis pas sûre, en tout cas, vous le savez forcément mieux que moi. Mais cela vous a permis de remplir l'Olympia, les Folies Bergères, le Casino de Paris. Vous avez donné plus de 200 concerts en seulement 3 ans. Et vous êtes donc de retour avec un nouveau spectacle qui s'intitule 3e quinquennat. On se doute déjà de quoi vous allez nous parler. On va en parler dans un instant. Mais forcément, on a envie de savoir à quoi ça ressemble. Et donc, on va écouter le tube, le carton. T'as voulu voir le salon ? On écoute. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui devient ? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et bah y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. J'avais une mode de beurre, n'a coûté tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit, chauffe personne, il faut rester chez vous. Quitte à devenir fou, on doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Édouard Philippe. Tu veux voir le JT? Waouh, la chouette idée. Je te laisse 10 minutes max pour finir les Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par millions. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est pas mignon. Et en plus, c'est bon, rôti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charente. On vivement que ce soit fini, qu'on se confine en prison. Pour de bon. Oh, mais Macron. Et on découvre alors votre ADN, si je peux dire ça comme ça, Stan et Clémence en direct aujourd'hui avec nous sur Radio J. Vous dites que vous vous apprêtez à couper gentiment les têtes de gondole de l'actualité. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut définir votre style ? Oui, les têtes de gondole de l'actualité, c'est-à-dire principalement les personnages politiques, mais pas que en fait, un peu les personnages publics. Et voire même on aborde aussi des sujets qui sont pas forcément politiques, comme le véganisme, le genre, le wokisme, l'écologie aussi, bien sûr. Très moqué en ce moment, en effet, on l'entend un petit peu partout. Donc vous prenez les sujets qui font la une, en tout cas dans les titres de nos journaux. Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent, des têtes de Turcs comme ça, qui reviennent souvent? Parce que je crois qu'il y a une petite passion pour Manuel Valls. Manuel Valls, oui, Gérald Darmanin aussi. Oui, c'est vrai que Manuel Valls, on pourrait ne pas parler de lui en ce moment parce qu'il n'est pas très présent, mais on l'aime bien.
Vous l'aimez bien. Alors, vous êtes désormais en tournée dans toute la France avec 4 cigales les 27, 28, 29 et 30 mars. Il y aura Lille le 16 mai, Ludre le 4 avril 2024 et un Olympia le 4 avril 2025 qu'on ne s'y trompe pas. Qu'est-ce qui nous attend ? En 2025 Non, enfin, dans le spectacle de manière générale. Le nouveau spectacle, on a renouvelé à peu près la quasi-totalité de notre ancien spectacle. Donc, pour ceux qui sont déjà venus, qui n'hésitent pas à revenir puisqu'ils ne verront que des choses nouvelles. Il y a aussi une nouvelle scénographie, il y a des costumes, enfin bon, tout est neuf. On a gardé quand même 2 ou 3 chansons de l'ancien spectacle qui sont des chansons un peu phares, mais sinon on a vraiment renouvelé pour mieux caricaturer l'actualité. Il y a eu combien de spectacles au total ? Il y a eu Le Changement, c'est doucement ? C'est ça ? Oui, il y a eu un premier spectacle, mais qui n'avait pas vraiment de nom, qui s'appelait Merci Macron. Et le disque s'appelle Le Changement, c'est doucement, en fait, c'est ça. Oui, c'était un hommage au quinquennat de François Hollande. Ouais. Ensuite, il y a eu un deuxième spectacle qui s'appelait Globalement d'accord. Et il y a le disque qui a le même nom. Et puis là, on est au 3e, donc. Alors, donc troisième quinquennat, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire qu'on a peur d'un 3e quinquennat avec Monsieur Macron, qui aimerait que ce soit le cas, c'est quoi ? De dire que nous, contrairement à Emmanuel Macron, on peut continuer 5 ans de plus. On s'installe, on prend le pouvoir. Ça, c'est très malin, c'est très malin. Alors, dites-moi, qui fait quoi ? Chacun fait à peu près tout, c'est-à-dire que chacun écrit ses propres paroles, ses propres textes. Vous chantez tous ? Oui, on chante tous. Vous êtes tous musiciens ? Oui. À peu près. Enfin, plus ou moins. Au départ, le spectacle, il y avait 3 chanteurs et moi au piano. C'est pour ça qu'on s'appelait en trio, mais à 4. Et puis, plus ça va, plus chacun prend un instrument, plus moi, j'ai chanté aussi. Donc, plus ça va, plus on a étoffé un peu les arrangements. Et voilà, et ça fait plus groupe où on fait tous un peu tout. Est-ce qu'en parallèle de tout cela, vous êtes tous des artistes ou vous avez tous des métiers différents ? Enfin, j'imagine que oui, il y a des métiers différents, mais chacun a un univers particulier. Moi, je suis dans l'univers du droit du travail au départ. Voilà, alors je sais pas pourquoi, j'ai pensé à comptable. Alors je vous jure. Non, juriste. Alors pour le coup, on n'y est pas, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a un comptable dans l'histoire ? Pourquoi ? Je ne sais pas, ne me demandez pas, il y a des choses bizarres. Juste un juriste en droit du travail. D'accord, et vous, Clémence ? Non, moi, au départ, je faisais de la musicologie, donc j'étais quand même dans la musique, mais dans la recherche. Et maintenant, non, je suis pianiste, vraiment, j'accompagne aussi d'autres projets. Je suis principalement dans les goguettes, mais je suis musicienne. Et les 2 autres personnes qui vous accompagnent ? Alors Valentin, il a son projet solo, donc il a déjà sorti des albums de ses chansons, là il en prépare un. Et puis Aurélien aussi. Donc c'est vraiment des chanteurs. Donc voilà, des artistes chanteurs. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que votre univers, c'est un comparatif que l'on pourrait faire avec, par exemple, les Monty Python, avec notamment... Comment pourrez-vous comparer, s'il y a un comparatif à faire, pour que les gens qui ne vous connaissent pas puissent se dire, bon, je vais voir à peu près quelque chose qui ressemble à ça ? Les Monty Python, je sais pas. Non, moi je dirais les inconnus. Oui, plutôt les inconnus, les nuls. Ouais, c'est plutôt ça qui nous rassemble et qu'on connaît bien, c'est plutôt ça notre univers. Ouais. C'est un peu quand même un univers de chansonnier, le principe, en étant un peu plus étoffé, c'est-à-dire qu'il y a plus d'orchestration et on va dire qu'on chante aussi plus de voix. On va écouter le teasing du spectacle alors. Ne vous inquiétez pas, ça va très très bien se passer. Monsieur le préfet. Maintenant qu'on est connu, on crame le budget, on se payait des néons et des escaliers. La prochaine fois, il y aura des tigres et les lance-flammes. Et nous, on fera le spectacle en hologramme. Calme-toi. On a foulé les scènes les plus prestigieuses. De New York à London en passant par Maubeuge. Notre entreprise ne connaît pas la crise. Ne me quitte pas.
on est bien d'accord qu'il y a un petit truc Monty Python quand même. Hein. C'est vrai que ce teaser, il était plus visuel qu'auditif. Juste auditif, c'est vrai que ça fait Monty Python. C'est vrai. Merci beaucoup d'être venu nous voir, les Goguettes. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France. 4 cigales se préparent 27, 28, 29 et 30 mars. Lille le 16 mai prochain, Ludre le 4 avril et l'Olympia le 4 avril prochain le 2025. Merci beaucoup d'être venu nous voir et puis belle continuité à vous. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui veulent vous rejoindre, on vient vous retrouver sur les Goguettes sur Instagram et j'imagine qu'il y a YouTube, Facebook et compagnie sur les Goguettes. Merci à vous. Oui. Merci beaucoup, Cyrielle. Merci, Cyrielle. Au revoir. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du blanc. Allez, tout de suite, c'est le portrait sur Radio J. Le temps passe vite. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Jean-Paul Antoven, on ne vous a pas oublié puisque le temps pour Judith Cohen-Solal de rédiger ses notes, de faire un petit bilan pendant cette petite pause musicale. Et donc c'est aujourd'hui votre portrait. Bonjour Judith Cohen-Solal. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Paul. C'est une habitude. Oui, d'abord c'est une habitude, ça tombe sur le jour où je suis là. Donc c'est un bonheur. C'est la deuxième ou troisième fois, j'ai un doute. Quand on aime, on ne compte pas. C'est vrai. Et puis c'est nouveau à chaque fois parce que Jean-Paul se renouvelle à chaque fois et c'est évidemment un plaisir de retrouver Jean-Paul qui par ailleurs, je le dis, est un ami cher. Voilà. Et donc, Ça décrédibilise votre portrait. Non. Je trouve que non. Non, puisque justement, moi-même, à travers ce livre, j'ai découvert un nouveau Jean-Paul. Et c'était formidable. Parce que là, Jean-Paul Antoven, qu'on connaît comme on le voit là, c'est-à-dire cet homme charmant, toujours très élégant, toujours un peu bronzé, un beau gosse, on peut dire. Et qui est souvent, on a l'impression, d'ailleurs, dans l'apparence, dans l'apparat, qui d'ailleurs s'amuse toujours avec les mots. On ne sait pas s'il est sérieux, on ne sait pas s'il se prend au sérieux ou au contraire s'il est toujours en train d'être en dérision et en autodérision. Et là, dans ce livre, il se livre. Et moi, donc, j'ai découvert un autre Jean-Paul, et c'est formidable. Et d'ailleurs, pas un autre, plusieurs. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure, je crois. Parce que vous avez dit qu'il y avait ceux qui n'avaient qu'une vie, et puis il y avait ceux qui en avaient plusieurs. Et moi, j'ai bien compris que depuis le début, on entend, et c'est ce que dit le livre, et c'est quand même très fort, que vous vous appelez Jean-Paul, mais que Jean, c'est déjà un autre. Donc, c'est déjà l'autre. C'est celui que vous devez être à la place de... Alors, on est Jean à la place de... Alors, pendant que vous parliez, j'étais en train de me dire, alors finalement, vous êtes Paul, et l'autre est Jean. Non, mais en même temps, vous êtes Jean et Paul. Alors, il faut être ces deux-là, et il faut être vous, c'est-à-dire Jean-Paul, en même temps. Je vous interromps une seconde. Et il y a un mot de Borges qui tombe trop bien. Il disait, il y a 2 hommes en chaque homme, et le vrai, c'est l'autre. Voilà. Magnifique. Magnifique. C'est tellement Borges. Voilà. On se rappellera que Borges a écrit une nouvelle, vraiment, je peux pas oublier, qui s'appelle Don Quichotte de Ménard et qui en fait explique sur plusieurs pages que il y a quelqu'un qui s'appelle Ménard qui a écrit un autre Don Quichotte et il cite donc exactement les mêmes phrases qu'il y a dans Don Quichotte pour expliquer, vous voyez bien que c'est pas le même, enfin. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à la fin des pages et qu'on a l'impression qu'en effet, c'est pas le même. Et pourtant, c'est exactement le même. Et je pense que ça aussi, ça vous représente merveilleusement bien. C'est-à-dire que vous avez une façon de dire la vérité en ayant l'air de pas dire la vérité. Et puis parfois, vous dites des choses de manière assertive et on sent bien que c'est pas tout à fait ça, mais que vous avez envie de dire ça sur ce moment-là. Mais on a envie d'y croire aussi. Donc quand même, ça me donne pas. Tout d'un coup, vous citiez Borges, c'est merveilleux. Donc il faut vivre pour deux, vivre à deux, vivre entre deux. Voilà ce que j'ai trouvé moi dans ce livre. Donc vivre pour deux, on l'a dit. Vivre à deux, et parce que il y a tous ces moments-là. Et finalement, avec cette absence de nostalgie, parce qu'on n'a pas beaucoup de récits qui parlent de l'Algérie quand on n'y est
on en est parti à l'âge de 10, 11, 12 ans, qui ne sont pas des récits nostalgiques. Parce que ceux qui sont partis plus tard, oui, ils avaient compris que ça n'allait pas, ils avaient compris les crises, ils n'étaient pas saisis, on va dire, dans le traumatisme peut-être de la guerre quand ils ont été témoins parce qu'ils étaient plus jeunes. Alors, tous ceux-là sont toujours dans la nostalgie, et puis on n'est pas dans la nostalgie. Moi, je pense que c'est justement cet entre-deux qui fait que vous n'êtes pas dans la nostalgie, parce que dès le début, et on le lit dans votre livre, et ça c'est très particulier et novateur, vous le dites carrément que c'est pas simple en fait de vivre d'avoir le cul entre deux chaises, si je puis me permettre, parce qu'on est on est français, ok, il y a le décret Crémieux, mais en fait on est entre les Français et les pas Français, parce qu'on est juifs. Donc on est entre les Français et les antisémites. On est français, mais on n'est pas antisémite, on est juif. Alors on va s'identifier, mais non, mais ils n'en veulent pas trop, ces Français. Mais nous, on voudrait bien en être. En même temps, on est entre les musulmans et les juifs, parce qu'on est juifs et que finalement les juifs et les musulmans, avant, ils étaient plus proches. Tout d'un coup, il y a eu ce décret Crémieux, mais les musulmans, ils vous regardent comme si vous aviez usurpé quelque chose, comme vous l'avez très bien dit. Et vous dites ce malaise. Je comprends très bien qu'en disant que vous étiez conscient de ça, vous dites ce malaise de ne pas trouver sa place. D'où cette idée que vous pourriez peut-être occuper plein de places, toutes les places. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a dans ce livre tous ces passages qui reviennent, où vous parlez à vous-même et vous vous racontez l'autre histoire. Tiens, je la raconte comme ça, mais j'aurais pu la raconter comme ça. Et là, on entend que tout d'un coup, ce qu'on pourrait imaginer être de la mythomanie ou une sorte d'enjoliver les choses, mais non, c'est la manière de survivre. Et ça, c'est formidable. Parce que aussi, quand vous arrivez en France, vous racontez ça. C'est-à-dire que il faut se faire accepter tout le temps, se faire intégrer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tel qu'on est, ça va pas, en fait. Ils n'en veulent pas. Alors, il faut bien trouver le moyen de gommer cet accent pied noir, alors qu'on a plus de culture que celui qui est en face, mais qu'ils nous regardent comme si on était le bouseux qui arrive à la capitale. Et tout ça, on le sent fort. Et là, c'est magnifique. C'est-à-dire que tout cette démarche entre la vérité et le mensonge, et je pense que ça rejoint justement cette idée d'être entre deux et de vivre pour deux, parce que vous êtes là, vous êtes l'un, vous êtes l'autre, il n'est pas là, mais quand même, il est un peu là. Est-ce que quand vos parents vous regardent, ils regardent vous ou ils regardent l'autre? Et donc, vous avez décidé qu'il fallait bien jouer avec tout ça, être un peu des deux, être un peu de bien plus que les deux. Et là, on entend vraiment toute l'authenticité qu'il y a dans ce récit et tout ce que... On comprend tellement de choses de vous. C'est magnifique et merci de partager avec, je sais pas, cette sincérité. Merci de partager tout ça. Voilà. Il n'y a pas le choix. Et si je puis me permettre de rajouter ce petit parallèle fait tout à l'heure, quand je parlais de cette forme de dualité à un moment donné, Judith Cohen-Solal, et il y a un passage que je n'ai pas pu évoquer dans le livre, c'est cette façon, à un moment donné, dont vous parlez de mentir vrai. Oui, voilà, vous parlez de cette phrase mentir vrai, ce qui fait que peut-être aussi dans cet élan de votre vie où il y a Jean et Paul, vous prenez plusieurs identités à un moment donné pour plaire. Oui, bien sûr, mais rien n'est plus... rien n'est moins propice au romanesque que les identités stables. J'accepte de bouger à l'intérieur de moi. On l'aura bien compris. Merci beaucoup Jean-Paul Antoven et merci Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup Jean-Paul Antoven. Merci mille fois d'être venu nous voir pour votre roman Si le soleil s'en souvient, sorti aux éditions Grasset. C'était comme toujours un bonheur de vous recevoir. Comme toujours un bonheur de répondre aux questions charmantes. Merci beaucoup. Merci au groupe Les Goguettes d'être venu nous voir sur Radio J. Plusieurs dates à donner, à retrouver sur vos réseaux sociaux. À la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud aujourd'hui, à la semaine prochaine. Rendez-vous lundi prochain avec mon invité Richard Berry. Et puis, bien évidemment, merci de nous avoir suivis comme toujours. Shabbat Shalom, à lundi. Belle journée à tous sur Radio J.